Le 26 août 1944, la ville de Paris est de nouveau libre. En Normandie, dans la région de Falaise, les armées alliées avaient encerclé et fait prisonnier le gros de la 7e armée allemande, c'est-à-dire plus de 200 000 hommes. Les Allemands battaient en retraite. Les tanks, l'infanterie, les transports, les troupes SS recevaient l'ordre de se replier derrière la rivière Schelde. Les unités de l'infanterie allemande reçoivent pour ordre de rejoindre la côte, afin de rallier les garnisons des ports sur la Manche, encore entre les mains des Allemands. Le Havre, Boulogne, Dieppe, Dunkerque et Calais. Quant au reste, les Allemands, ils doivent se débrouiller seuls. C'est ce qui se passait en Normandie. Mais comment relier ces événements aux positions stratégiques en Europe, à l'Est, à l'Ouest et au Sud en août 1944 ? En été 1944, les Alliés sont bien implantés en France, en Normandie et aussi dans le sud de la France. À l'est, l'armée rouge a atteint la Pologne et se trouve au pied des Carpates orientales. En Italie, les Alliés avancent vers le Pô. En France, la poursuite des Allemands par les Alliés est ralentie par des problèmes d'approvisionnement. Il n'y avait que 2 ports d'approvisionnement, Cherbourg et Mulberry, un port préfabriqué à Arromanches. Le commandement allié décide donc de s'emparer d'un grand port d'approvisionnement. La 2e armée britannique a pour objectif d'aller en direction du nord, de traverser la France et la Belgique jusqu'à Anvers, le 2e port d'Europe. La 2e partie du plan incombe à la 3e armée américaine, qui a pour mission d'investir la vallée de la Moselle, une des voies historiques des invasions vers l'Allemagne. Puis le commandement prévoyait d'atteindre la région de la Ruhr, centre de la production d'armement allemand, ce qui devait être mené à bien par la 1re armée américaine. Ensuite, les Alliés prévoyaient d'attaquer par le sud afin de créer un autre point d'entrée en Allemagne, cette fois-ci par Belfort. La tâche incombait à la 7e armée américaine et à la 1re armée française. Cinquièmement, afin de faciliter le problème d'approvisionnement, la 1re armée canadienne avait pour objectif de nettoyer les ports de la Manche de toute présence allemande. Eisenhower souhaitait une ligne de front tout au long de la frontière occidentale de l'Allemagne. Voyons comment cette stratégie fonctionna. Après avoir traversé la Seine à Mantes, la 2e armée britannique se dirige vers la Somme, en passant par Beauvais, Amiens et Arras. Les unités britanniques obligent les Allemands à se déplacer afin de les empêcher de se regrouper ou de se réunir le long de la Somme. En se déplaçant rapidement de près d'une centaine de kilomètres par jour, le fer de lance britannique, composé de la 11e division blindée et de la division blindée de la Garde royale, entre en Belgique le 2 septembre. Le jour suivant, les Britanniques pénètrent à Bruxelles. Les Bruxellois accueillent les troupes britanniques et belges avec force et enthousiasme. Ils n'avaient pas osé espérer que les Alliés arriveraient si rapidement. Les Britanniques avaient progressé de presque 700 km en 9 jours. La réaction est la même à Anvers, que les Britanniques atteignent le jour suivant. Ils s'emparent d'un port intact. Le succès avait été rendu possible par l'armée blanche des partisans belges. Cependant, les Alliés ne pouvaient pas utiliser le port d'Anvers. De nombreux Allemands se terraient dans la ville et de grandes forces de frappe se trouvaient encore concentrées dans les îles à l'entrée de la baie. Après Anvers, l'avancée britannique se poursuit en Hollande jusqu'au canal Albert. Mais déjà, les énormes difficultés d'approvisionnement ralentissent le rythme soutenu de l'avancée.
Et tandis que la 2e armée britannique combat en Belgique et en Hollande, la 3e armée américaine, qui avait été retenue en région parisienne, 300 km au sud-est des positions britanniques, se remet en marche. Elle progresse entre la Seine et la Marne. Les Américains s'emparent de Troyes au 28 août. Le lendemain, ils traversent la Marne, près du château Thierry, lieu d'une victoire américaine en 1918. La direction de la percée de la 3e armée est donc claire. Les blindés de Patton se hâtent vers Verdun et la vallée de la Moselle, une trouée naturelle dans la frontière stratégique allemande. En avançant souvent à plus de 150 km en avant du gros des troupes, les blindés de Patton traversent Verdun et le 2 septembre parviennent à installer 2 têtes de pont sur la Moselle entre les forts de Nancy et de Metz. Mais encore une fois, les tanks ont distancé les colonnes d'approvisionnement. Le carburant manque. Et cette armée doit s'arrêter à une journée de marche de son objectif. Des convois d'urgence sont envoyés vers le sud. Des fournitures sont parachutées aux forces de Patton, mais elles arrivent trop tard. Les Allemands ont eu le temps d'organiser leur défense et leur résistance se durcit. Les têtes de pont américaines se retranchent et abandonnent la Moselle. La principale raison de ces difficultés à maintenir le flot d'approvisionnement est l'état chaotique dans lequel se trouvent les routes, les ponts et les lignes de chemin de fer en France, de par les bombardements et les sabotages allemands. Les Alliés doivent réparer en urgence les routes et les lignes de chemin de fer afin d'approvisionner les armées en nourriture et en carburant, en France et en Belgique. Les garnisons allemandes tiennent encore Brest, Saint-Nazaire et Lorient et bloquent encore l'accès à Bordeaux. Mais les Alliés détiennent toujours le port de Cherbourg. Le reste de l'approvisionnement est acheminé de Mulberry à Arromanches. Ce sont les mêmes compétences et imaginations des ingénieurs britanniques qui ont construit le port de Mulberry, qui lance l'opération Pluto, P-L-U-T-O, Pipelines Under the Ocean, c'est-à-dire des oléoducs sous-marins. Grâce à cette invention, on peut directement pomper de Grande-Bretagne vers la France 4 millions de litres par jour. Sur ces énormes tambours flottants, dénommés HMS Conundrums, des tuyaux en acier flexible sont posés sous la Manche peu après le jour J vers Cherbourg. Ultérieurement, plus de 800 km de ces oléoducs souples seront installés entre Dogness et Boulogne. C'est grâce à ce brillant stratagème que les armées alliées peuvent reprendre leur avancée.
Entre la deuxième armée britannique en Hollande et la troisième armée américaine sur la Moselle, la première armée américaine progresse en Belgique et au Luxembourg. Sur son flanc nord, entre Namur et Charleroi, les troupes du général Hodge rejoignent celles de la deuxième armée britannique sous le commandement du général Hemsey. Les hommes du général Hodge sont les premiers à pénétrer en Allemagne. C'est dans le grand bassin industriel de la Ruhr, un centre vital à l'industrie de l'armement allemande, que se trouve la ville d'Aix-la-Chapelle, une ville de 163 000 personnes. Au 5 octobre, les Américains avaient encerclé la ville sur 3 flancs, mais il leur manquait l'équipement nécessaire pour s'emparer de la ville. Les Allemands se reposaient sur les voies de ravitaillement courtes, alimentées par les usines de la Ruhr, tandis que les Américains dépendaient de voies s'étendant jusqu'en Normandie. 800 km au sud-ouest d'Aix-la-Chapelle, une nouvelle invasion a lieu, avec des atterrissages le long des côtes méditerranéennes, puis des amérissages. La 7e armée américaine du général Patcher et la première armée française avancent, avec pour premier objectif s'assurer une base d'approvisionnement. Elle libère le port de Toulon et progresse vers l'ouest pour s'emparer de Marseille. Puis, d'un trait, elle remonte de 250 km le long de la vallée du Rhône et libère Lyon. Des francs-tireurs qui se cachaient dans un hôpital sont rapidement encerclés. À partir de Lyon, les Alliés progressent en direction des Vosges à travers Dijon et Besançon. Elles rejoignent les forces de Patton sur leur flanc gauche à Châtillon le 14 septembre. Les forces du débarquement au sud rejoignent celles du général Eisenhower et viennent sous son commandement. Le plan des opérations se déroule comme prévu. Au 11 septembre, les armées alliées de la 2e armée britannique, les 1e, 3e et 7e armées américaines et la 1re armée française se trouvent en position sur un front de plus de 500 km le long de la frontière occidentale allemande. Elles sont à plus de 600 km de leur base. L'effort d'approvisionnement est énorme. Et elles n'ont plus de punch nécessaire pour passer à travers les défenses de la ligne Siegfried. Le commandement se retrouve face à 2 alternatives. Première possibilité, les Alliés marquent un temps d'arrêt et rassemblent à nouveau leurs forces, mais les Allemands en font de même, en regroupant et en appelant sous les drapeaux de nouvelles recrues d'une tranche d'âge différente. Deuxième alternative, les Alliés tirent profit de la confusion allemande et passent au travers des défenses rhénanes. C'est cette solution que le général Eisenhower choisit. L'attaque est aérienne et dirigée simultanément au niveau de la traversée de la Meuse à Grave et de celle de la Waal à Nijmegen et sur le Rhin inférieur à Arnhem. Une division aéroportée britannique et 2 américaines prennent part dans cette opération. Le dimanche 10 septembre, les divisions américaines atterrissent près de Grave où elles parviennent à s'emparer d'un pont intact, le pont de Nijmegen, n'est repris qu'après de violents combats. La division aéroportée britannique rencontre une opposition féroce de 2 divisions Panzer qui se trouvaient au repos près de Arnhem. Le temps change et il devient impossible de faire atterrir des approvisionnements. La 2e armée britannique tente d'établir un lien avec les forces encerclées à Arnhem, au moyen d'un couloir au départ de Eindhoven à près de 80 km. Mais les Allemands parviennent à couper ce couloir à chaque fois. La 2e armée ne parvient pas à percer les défenses allemandes. Après 8 jours, la division aéroportée britannique ainsi qu'une brigade de parachutistes polonais, que l'on avait envoyés en renfort, sont obligés de battre en retraite. L'entreprise n'a pas réussi, mais l'attitude héroïque de la division aéroportée britannique à Arnhem ne peut pas s'oublier. Les ponts sur les rivières Meuse et Waal sont sécurisés, mais celui sur le Rhin est perdu.
Le général Eisenhower doit donc se rabattre sur son plan de secours. Il doit rassembler à nouveau ses forces pour percer la ligne Siegfried. À cette fin, les Alliés se doivent d'avoir des ports d'approvisionnement plus proches de la zone de combat, Anvers et les ports de la Manche. C'est à la première armée canadienne qu'incombe la tâche de dégager les ports de la Manche. En menant à bien une série d'opérations d'encerclement avec un fort soutien de l'aviation, les Canadiens parviennent à réduire les ports de la Manche détenus par les Allemands un à un. Le Havre tombe entre les mains de la première armée britannique le 12 septembre. 11 000 personnes sont faites prisonnières. Boulogne est prise le 22 septembre avec 8 000 prisonniers. Puis vient le tour de Dieppe, où les unités canadiennes avaient tenté un débarquement en 1942 avec de lourdes pertes. Calais est pris le 30 septembre, après des bombardements massifs tirés de l'autre côté de la Manche, à Douvres. Newport est pris d'assaut et seul reste Dunkerque sous occupation allemande. Et au début du mois d'octobre, la première armée canadienne traverse la frontière hollandaise et combat bien au-delà du canal Léopold. Les Canadiens atteignent les rives sud de la rivière Schelde, près de Breskens. L'étape suivante est de dégager l'estuaire de la Schelde afin de pouvoir dégager le grand port d'Anvers. Le 3 octobre, des bombardiers de la RAF détruisent des digues à plusieurs endroits et inondent les positions de l'artillerie allemande sur le Walcheren. Pendant ce temps, des troupes d'assaut britanniques et des commandos de la marine britannique traversent la Schelde et atterrissent dans le Beveland. Au même moment, des unités canadiennes traversent l'étroite chaussée qui relie le Beveland au Walcheren, un lieu hautement fortifié. Les Canadiens s'emparent de Vlissingen le 3 novembre. Les combats pour le Walcheren et le Beveland sont violents et difficiles. Les soldats britanniques et canadiens luttent contre la plus forte résistance allemande depuis la Normandie. Les pertes sont lourdes des deux côtés. Les Allemands et les Alliés perdent près de 40 000 hommes de part et d'autre. Le Walcheren tombe quand les Alliés s'emparent de Middelburg et Vire. L'estuaire de la Schelde est maintenant dégagé. Et bientôt, une flotte de 200 dragueurs de mines commence à ouvrir des voies de passage. Puis, le premier convoi allié entre à Anvers. Le problème d'approvisionnement est maintenant réglé. Le port d'Anvers, avec ses 40 km de dock, 237 postes d'amarrage et 800 km de voies ferrées, est un des plus grands au monde. Il peut recevoir plus de 2 millions de tonnes de fret par mois. Bien évidemment, les Allemands font de leur mieux avec les bombes volantes pour interrompre le déchargement des différents produits d'approvisionnement, mais à partir de ce moment, les Alliés peuvent accroître leurs forces afin de battre à l'usure les Allemands à l'ouest du Rhin. Une bataille que le général Eisenhower lui-même qualifiait de bataille décisive pour les Allemands.
Et comme les armées alliées se renforcent, elles peuvent accroître la pression sur tous les secteurs du front. Le saillant britannique à l'est de Nijmegen progresse jusqu'à la rivière Maas. Overloon tombe, puis Verein. En direction de l'ouest, les Britanniques s'emparent de Tilburg et de 's-Hertogenbosch. Le 31 octobre, avec la prise de Rosendael, les Britanniques atteignent la rivière Maas. Dans la zone d'Aix-la-Chapelle, la première armée américaine, renforcée par l'arrivée de la 9e armée, parvient à encercler complètement la ville. Le commandement allemand représenté rejette un ultimatum pour se rendre. Et le 20 octobre, après un siège de 7 jours, la ville d'Aix-la-Chapelle tombe. Plus de 10 000 Allemands sont faits prisonniers. Les dirigeants allemands avaient promis au peuple que le seul Allemand serait épargné. La population d'Aix-la-Chapelle est la première à voir qu'on l'a trompé. À 150 km au sud, la 3e armée américaine renouvelle ses attaques en Moselle. Metz et Nancy sont libérés, mais l'aspect le plus spectaculaire de ces opérations est la capture de Belfort par l'armée française. La forteresse allemande à Belfort tombe le 20 novembre. Mulhouse est libérée 2 jours plus tard. Puis c'est au tour de Strasbourg, dans un combat rapide et magnifique. Et les Allemands, qui étaient venus annexer l'Alsace au Troisième Reich, se retrouvent prisonniers. On ne peut que louer cette percée française en Alsace, jusqu'au Rhin. C'est un grand moment pour les Français. Et la France reprend à nouveau sa vraie place entre les nations libres. La visite de Churchill à Paris est symbolique de la reconnaissance mondiale de cette renaissance française. De la même manière, la visite du général de Gaulle à Moscou en décembre 1944 est une réaffirmation de l'importance de la France dans les rangs des Nations Unies. Et tandis qu'à l'ouest, la bataille pour la libération de la France et de la Belgique fait rage, l'armée rouge ouvre une offensive sur le centre du front, près de 1500 km à l'est de la Normandie. Au 29 juin, l'armée rouge s'est emparée de Vitebsk, Zlobin, Mogilev et Babisk. 6 groupes de l'armée soviétique avancent sur un front de près de 1000 km.
Dans le sud de la Pologne, l'armée rouge capture Lublin. Pendant ces batailles, l'armée rouge utilise un nombre considérable de tanks que les Alliés leur avaient fait parvenir dans le cadre d'accords de coopération de pré-bail. Et de nouveau, les prisons rendent leurs victimes. Des soldats polonais combattant auprès des forces soviétiques retrouvent leurs amis et leurs familles. À quelques kilomètres de Lublin se trouve Majdanek. Souvenez-vous de ce nom, car c'est là que les Allemands avaient construit ce qu'ils dénommaient officiellement camp d'extermination. Seule une poignée de survivants accueille l'armée rouge, derrière des barbelés électrifiés qui encerclent le camp. La société allemande qui avait construit ces bâtiments fait sa publicité. Une commission d'observateurs soviétiques, polonais et alliés visite Majdanek. Ils y trouvent 6 chambres à gaz dissimulées en douche. C'est le gaz Zyklon que les nazis utilisent pour tuer par milliers des hommes et des femmes innocents. Puis, après les avoir tués, les nazis brûlaient les cadavres dans des incinérateurs spéciaux. Mais ils prenaient soin de les dépouiller auparavant de tout objet de valeur, chaussures, bijoux, montres, vêtements. Ils prenaient même les jouets des enfants qu'ils tuaient. Après questionnement des gardes allemands par les autorités soviétiques, on apprend que les Allemands avaient tué 1 380 000 hommes, femmes et enfants. La plupart étaient juifs et polonais. L'inventaire des crimes épouvantables ne fait que commencer. Très méthodiquement, les Allemands avaient transformé les cendres de près de 680 000 personnes qu'ils avaient assassinées en engrais. Et tout autour du camp, de gros choux poussaient, de couleur blanche, de par les cendres des morts. Souvenez-vous de Majdanek. C'est là où l'on arrive à la fin de la route du fascisme. Mais l'avancée de l'armée rouge se poursuit. Przemysl tombe ainsi que Yaroslav. Les Allemands ne parviennent pas à résister à l'armée rouge. Au centre du front polonais, les soviétiques atteignent la banlieue de Varsovie sur les rives orientales de la Vistule. Sur la rive ouest de la Vistule, les Allemands tentent d'écraser des combattants polonais qui se soulevaient contre eux. Pendant 63 jours, les Allemands les bombardent sans merci ni répit à l'artillerie lourde. Ils utilisent des bombardiers afin de briser la résistance polonaise. L'armée rouge est incapable de leur venir en aide. Il n'y a pas suffisamment de réserves en approvisionnement pour tenter une percée sur la Vistule après une avancée de plusieurs centaines de kilomètres. 300 km au nord, l'armée rouge isole un grand groupe armé allemand dans les provinces baltes de Lettonie et d'Estonie.
Tous ces succès soviétiques obligent les Allemands à regrouper leurs armées. Ils décident de monter un bastion, fort en Estonie, et un autre dans la zone de Varsovie. Mais afin de mener ce plan à bien, les Allemands doivent retirer 30 divisions des Balkans. Il ne leur est pas possible d'amener de nouvelles divisions pour couvrir les positions affaiblies dans les Balkans. Ils auraient mené à bien ce plan sans la présence des armées alliées et des résistants italiens qui réussirent à immobiliser les 30 divisions dont les Allemands avaient tellement besoin. Ces armées alliées se composaient de divisions britanniques, néo-zélandaises, sud-africaines, américaines, polonaises, brésiliennes, indiennes et canadiennes. Elles repoussaient les Allemands vers le nord industriel de l'Italie. Les Allemands font tout ce qu'ils peuvent pour entraver la progression des Alliés en détruisant des ponts et en bloquant des routes. Et ce que les Allemands ne parviennent pas à faire, la boue le fait pour eux. Derrière la ligne de front, environ 14 des divisions allemandes étaient en permanence engagées à lutter contre des partisans italiens qui ont joué un rôle important dans la campagne du maréchal Alexander. Et nombreux parmi eux étaient équipés d'armes alliées et avaient une expérience dans des actes de sabotage et de guérilla. Les Allemands utilisent des trains blindés et des troupes d'élite de montagne contre les combattants italiens. Mais pour une personne capturée ou tuée, 10 autres se révoltent contre les Allemands. Pendant ce temps, les Soviétiques parviennent à approvisionner leur armée et se réengagent dans une vaste offensive vers la fin du mois d'août sur le front sud. Ils ont pour objectif de déborder les Allemands en Pologne en effectuant une avancée circulaire de près de 1500 km à travers les Balkans. La stratégie prévue est la suivante. L'armée rouge entre en Roumanie, puis envahit la Bulgarie. Plus à l'ouest, l'armée rouge entre en Yougoslavie. Puis, en direction du nord, elle traverse la Hongrie. Puis, elle frappe à l'arrière et sur les côtés des armées allemandes en Pologne. Le plan prévu est un succès. L'armée rouge traverse les rivières Prut et Siret et s'empare de Lassi le 22 août. Le jour suivant, le gouvernement roumain capitule. Le 30 août, les Soviétiques se trouvent à Plosti. Les grands puits de pétrole sont dorénavant perdus pour les Allemands. Le 1er septembre, les Soviétiques entrent dans la capitale roumaine, Bucarest. Ils ont avancé de 350 km en 9 jours. Et de cette manière, les alliés de l'Allemagne sont mis hors d'état de nuire. Une fois la Roumanie vaincue, les forces soviétiques traversent le Danube et entrent en Bulgarie. La Bulgarie qui avait été un allié de l'Allemagne et qui l'avait aidé à soumettre la Grèce et la Yougoslavie. En 5 heures, le 5 septembre, le gouvernement bulgare se rend. Le deuxième allié allemand dans les Balkans ne peut plus grand-chose. L'armée rouge entre dans la capitale Sofia en quelques jours. Les amis étaient nombreux parmi le peuple.
qui, malgré les efforts des Allemands, avait obstinément refusé de combattre contre l'Union soviétique. Aux frontières de la Bulgarie et de la Grèce, les réfugiés, chassés par les Allemands, menaient une vie misérable. Ce sont les Grecs qui avaient le plus souffert de l'occupation allemande. Les forces britanniques qui atterrissent près de Patras, dans le Péloponnèse, sont donc bien accueillies. D'autres forces britanniques débarquent dans le Dodécanèse et les Cyclades. Et ils débarquent à Salonique, lieu où en 1941 les Britanniques s'étaient retirés et avaient promis de revenir. Rapidement, Athènes est libérée. Il y a peu de combats et les hommes et femmes de l'EAM et d'autres groupes de résistants chassent les Allemands hors de leur pays. Des combats éclatent ultérieurement entre l'EAM et des groupes royalistes grecs. Les troupes britanniques interviennent. Et un accord est trouvé pour résoudre ce conflit lors de la visite de Churchill à Athènes par la nomination de l'archevêque Damaskinos en qualité de régent. Pendant ce temps, dans les Balkans, l'armée rouge, avec l'accord du maréchal Tito, entre en Yougoslavie. Les troupes du maréchal Tito étaient parmi les plus actives et puissantes des forces partisanes en Europe. Ils parviennent à immobiliser un grand nombre de divisions dont les Allemands ont besoin ailleurs. Certains des partisans avaient été entraînés par les instructeurs britanniques dans les centres d'entraînement des îles de Dalmatie. Ils reviennent en Grèce afin de poursuivre les combats. En accord avec l'armée rouge, les partisans de Tito entrent dans Belgrade. Le maréchal en personne vient saluer les combattants, hommes et femmes, de ses armées. La Hongrie était un des plus anciens alliés de l'Allemagne. Pendant des années, on trouvait des fascistes sous la direction de l'amiral Horthy. Mais le prix du soutien des nazis était d'envoyer des soldats hongrois sur le front oriental. Par chance, ces soldats avaient la bénédiction de l'amiral. Mais l'armée rouge, poursuivant sa progression en Hongrie, Budapest est encerclée. Les Soviétiques frappent à partir du nord-est afin d'attaquer par l'arrière les Allemands au centre de la Pologne. L'amiral Horthy s'enfuit en Allemagne et les Allemands battent en retraite vers l'Autriche. Et c'est au tour d'un autre allié de l'Allemagne de capituler. Le 20 septembre, une nouvelle offensive commence dans le secteur de la mer Baltique. Une percée vers la côte qui isole l'armée allemande en Estonie. En s'orientant vers l'ouest, l'armée rouge combat à travers la Lituanie jusqu'à la rivière Neman. Là, une résistance allemande désespérée bloque l'avancée soviétique. L'armée rouge consolide ses positions le long de la frontière orientale prusse. La progression soviétique jusqu'au rivage de la Baltique libère une autre capitale, Riga. Cette avancée de l'armée rouge coupe les communications entre l'Allemagne et la Finlande.
Les Finlandais sont obligés de conclure un traité d'armistice avec l'URSS. Une partie importante de l'armée allemande est coupée de la Finlande. L'armée rouge poursuit les restes des divisions morcelées allemandes dans l'Arctique et entre en Norvège. En Norvège, les Allemands avaient installé un gouvernement fasciste sous la personne de Quisling. Il ne restait que quelques personnes que Quisling pouvait persuader de rejoindre les SS et de se sacrifier en Russie pour le bien du Troisième Reich. La véritable réponse du peuple norvégien est le sabotage et la résistance. Des milliers de jeunes s'échappent pour l'Angleterre. Des centaines partent dans des camps d'entraînement en Suède. Avec l'aide d'armes et d'équipements largués par la RAF, les patriotes norvégiens sont à même d'organiser une résistance extrêmement efficace contre les Allemands. Les Allemands avaient transformé la Norvège en une base avancée pour les sous-marins et leur marine. Le grand cuirassé Tirpitz attendait des ordres de mission en Russie. Après de nombreux raids, le Tirpitz est enfin coulé par les Lancaster de la RAF dans le fjord de Tromsø le 12 novembre. Plus au sud, au Danemark, la résistance populaire est largement couronnée de succès de par l'unité du peuple. Et contre cette unité, le commandant allemand, le général Lindemann, et ses troupes de police sont impuissants. Grâce à des actes de sabotage et des grèves générales, en juin, juillet et août 1944, les Danois parviennent à empêcher les Allemands de déporter des travailleurs pour travailler dans les usines de guerre allemandes. Les événements de 1944 sur le front ouest, en Italie et à l'est, ainsi que l'agitation dans les pays qu'ils occupaient encore, forcent les Allemands à prendre des mesures sévères pour éviter un désastre. Les nazis resserrent la pression sur le peuple et l'armée allemande. Tant à l'ouest qu'à l'est, les soldats et les civils ont pour ordre de creuser des fortifications. Jeunes et anciens, hommes et femmes, tous sont mobilisés afin de transformer l'Allemagne en une véritable forteresse. Dans les usines, les nazis et les dirigeants militaires poussent les ouvriers afin qu'ils produisent davantage d'armes et de tanks. Au même moment, Himmler prend le commandement du front allemand et les hommes sont enrôlés dans les Volksgrenadiers et Volkssturm.
Pour les nazis, la guerre pouvait se poursuivre jusqu'à l'anéantissement total de l'Europe. Ils savaient que les Alliés attaqueraient à nouveau, soit à l'Est, soit à l'Ouest. Afin d'éviter la menace d'une attaque conjointe de l'armée rouge, des Britanniques, des Américains et des Français, les Allemands décident de contre-attaquer sur le front occidental. Rundstedt lance sa contre-attaque le 16 décembre dans le secteur de Malmedy. Il espère que le mauvais temps sera favorable à sa tentative de percer vers Liège, de traverser la Meuse et de reprendre le port de Anvers. Pendant quelques jours, les Allemands parviennent à leur fin. Ils lancent dans l'attaque leur 5e et 6e armée de Panzer, ainsi que la 7e armée réorganisée contre les 1ère et 3e armées américaines. La Luftwaffe se lance dans une tentative désespérée afin d'empêcher les forces aériennes alliées d'intervenir dans ces batailles. Les Allemands parviennent à détruire un grand nombre d'avions alliés au sol, mais leurs efforts sont réduits car les chasseurs alliés rapidement abattent des avions allemands en vol. Après un recul initial, les troupes de la 1ère armée américaine parviennent à s'imposer à Bastogne et des renforts sont amenés par voie aérienne. Les avions alliés bénéficient d'une invention particulière britannique dénommée FIDO, qui permet aux avions de décoller même par temps de brouillard. Les pistes sont éclairées par des tuyaux capables de supporter des températures élevées dues à un combustible en feu. La chaleur ainsi créée disperse le brouillard et les pistes restent prêtes même dans les pires conditions climatiques. Les bombardiers alliés peuvent donc maintenir un rythme continu de bombardement des forces allemandes dans les Ardennes. Le général Montgomery prend le commandement des opérations afin d'arrêter l'avancée allemande. Peu à peu, les 1ère et 3e armées américaines au sud, ainsi que des troupes britanniques de la Meuse, qui combattent dans des conditions climatiques épouvantables, anéantissent les troupes allemandes. Le 16 janvier, l'offensive de Rundstedt est arrêtée. Si les Allemands étaient parvenus à s'emparer d'Anvers, la guerre se serait prolongée encore d'une année. Ce fut la dernière contre-attaque sérieuse des Allemands sur le front occidental.
Au mois d'août 1944, les Allemands détiennent encore la plus grande partie de la forteresse Europe. 6 mois plus tard, le nouvel ordre allemand est anéanti. À l'ouest, au sud et à l'est, les armées alliées se pressent pour un assaut final en Allemagne. La fin de la guerre est en vue. Churchill, Staline et Roosevelt se rencontrent à Yalta, non seulement pour discuter des mesures en vue d'amener la défaite totale de l'Allemagne, mais également en vue d'instaurer l'Organisation des Nations Unies et de voir comment cette organisation pourrait fonctionner afin de maintenir la paix dans le monde. À l'est, l'armée rouge, sous le commandement des maréchaux Rokossowski, Zhukov et Koniev, lance une nouvelle offensive au centre de la Pologne qui les amène directement en Allemagne le long de la rivière Oder, à une soixantaine de kilomètres de Berlin. Au même moment, les forces du général Montgomery lancent une vaste offensive afin de sécuriser les abords du Rhin. La 1e et la 3e armée américaine ainsi que les groupes de la 6e armée attaquent quelques jours plus tard. À partir du front occidental, les forces aériennes alliées aident les soviétiques à l'est en bombardant au quotidien des points particuliers derrière les lignes allemandes. Berlin et Dresde sont les cibles privilégiées. Et tout le front occidental se déplace vers l'est. Les forces aériennes alliées pilonnent les usines, les ponts, les routes, les voies ferrées allemandes, de jour comme de nuit. La guerre que les Allemands avaient imposée aux villages et villes européennes fait maintenant rage en Allemagne. Les forces alliées se concentrent pour la dernière grande barrière, le Rhin. Le 16 janvier, l'offensive de Rundstedt est arrêtée. Si les Allemands étaient parvenus à s'emparer d'Anvers, la guerre se serait prolongée encore d'une année. Ce fut la dernière contre-attaque sérieuse des Allemands sur le front occidental. Au mois d'août 1944, les Allemands détiennent encore la plus grande partie de la forteresse Europe. 6 mois plus tard, le nouvel ordre allemand est anéanti. À l'ouest, au sud et à l'est, les armées alliées se pressent pour un assaut final en Allemagne. La fin de la guerre est en vue. Churchill, Staline et Roosevelt se rencontrent à Yalta, non seulement pour discuter des mesures en vue d'amener la défaite totale de l'Allemagne, mais également en vue d'instaurer l'Organisation des Nations Unies et de voir comment cette organisation pourrait fonctionner afin de maintenir la paix dans le monde. À l'est, l'armée rouge, sous le commandement des maréchaux Rokossowski, Zhukov et Koniev, lance une nouvelle offensive au centre de la Pologne qui les amène directement en Allemagne le long de la rivière Oder, à une soixantaine de kilomètres de Berlin. Au même moment, les forces du général Montgomery lancent une vaste offensive afin de sécuriser les abords du Rhin. La 1e et la 3e armée américaine ainsi que les groupes de la 6e armée attaquent quelques jours plus tard. À partir du front occidental, les forces aériennes alliées aident les soviétiques à l'est en bombardant au quotidien des points particuliers derrière les lignes allemandes. Berlin et Dresde sont les cibles privilégiées.
et tout le front occidental se déplace vers l'est. Les forces aériennes alliées pilonnent les usines, les ponts, les routes, les voies ferrées allemandes de jour comme de nuit. La guerre que les Allemands avaient imposée aux villages et villes européennes fait maintenant rage en Allemagne. Les forces alliées se concentrent pour la dernière grande barrière, le Rhin. En France, la poursuite des Allemands par les Alliés est ralentie par des problèmes d'approvisionnement. Il n'y avait que 2 ports d'approvisionnement, Cherbourg et Mulberry, un port préfabriqué à Arromanches. Le commandement allié décide donc de s'emparer d'un grand port d'approvisionnement. La 2e armée britannique a pour objectif d'aller en direction du nord, de traverser la France et la Belgique jusqu'à Anvers, le 2e port d'Europe. La 2e partie du plan incombe à la 3e armée américaine, qui a pour mission d'investir la vallée de la Moselle, une des voies historiques des invasions vers l'Allemagne. Puis le commandement prévoyait d'atteindre la région de la Ruhr, centre de la production d'armement allemand, ce qui devait être mené à bien par la 1re armée américaine. Ensuite, les Alliés prévoyaient d'attaquer par le sud afin de créer un autre point d'entrée en Allemagne, cette fois-ci par Belfort. La tâche incombait à la 7e armée américaine et à la 1re armée française. Cinquièmement, afin de faciliter le problème d'approvisionnement, la 1re armée canadienne avait pour objectif de nettoyer les ports de la Manche de toute présence allemande. Eisenhower souhaitait une ligne de front tout au long de la frontière occidentale de l'Allemagne. Voyons comment cette stratégie fonctionna. Après avoir traversé la Seine à Mantes, la 2e armée britannique se dirige vers la Somme, en passant par Beauvais, Amiens et Arras. Les unités britanniques obligent les Allemands à se déplacer afin de les empêcher de se regrouper ou de se réunir le long de la Somme. En se déplaçant rapidement de près d'une centaine de kilomètres par jour, le fer de lance britannique, composé de la 11e division blindée et de la division blindée de la Garde royale, entre en Belgique le 2 septembre. Le jour suivant, les Britanniques pénètrent à Bruxelles. Les Bruxellois accueillent les troupes britanniques et belges avec force et enthousiasme. Ils n'avaient pas osé espérer que les Alliés arriveraient si rapidement. Les Britanniques avaient progressé de presque 700 km en 9 jours. La réaction est la même à Anvers, que les Britanniques atteignent le jour suivant. Ils s'emparent d'un port intact. Le succès avait été rendu possible par l'armée blanche des partisans belges. Cependant, les Alliés ne pouvaient pas utiliser le port d'Anvers. De nombreux Allemands se terraient dans la ville et de grandes forces de frappe se trouvaient encore concentrées dans les îles à l'entrée de la baie. Le 31 octobre, avec la prise de Rosendael, les Britanniques atteignent la rivière Maas. Dans la zone d'Aix-la-Chapelle, la 1re armée américaine, renforcée par l'arrivée de la 9e armée, parvient à encercler complètement la ville. Le commandement allemand représenté rejette un ultimatum pour se rendre.
Et le 20 octobre, après un siège de 7 jours, la ville d'Aix-la-Chapelle tombe. Plus de 10 000 Allemands sont faits prisonniers. Les dirigeants allemands avaient promis au peuple que le seul Allemand serait épargné. La population d'Aix-la-Chapelle est la première à voir qu'on l'a trompé. À 150 km au sud, la 3e armée américaine renouvelle ses attaques en Moselle. Metz et Nancy sont libérés, mais l'aspect le plus spectaculaire de ces opérations est la capture de Belfort par l'armée française. La forteresse allemande à Belfort tombe le 20 novembre. Mulhouse est libérée 2 jours plus tard. Puis c'est au tour de Strasbourg, dans un combat rapide et magnifique. Et les Allemands, qui étaient venus annexer l'Alsace au Troisième Reich, se retrouvent prisonniers. On ne peut que louer cette percée française en Alsace, jusqu'au Rhin. C'est un grand moment pour les Français. Et la France reprend à nouveau sa vraie place entre les nations. Puis c'est au tour de Strasbourg, dans un combat rapide et magnifique. Et les Allemands, qui étaient venus annexer l'Alsace au Troisième Reich, se retrouvent prisonniers. On ne peut que louer cette percée française en Alsace, jusqu'au Rhin. C'est un grand moment pour les Français. Et la France reprend à nouveau sa vraie place entre les nations libres. La visite de Churchill à Paris est symbolique de la reconnaissance mondiale de cette renaissance française. De la même manière, la visite du général de Gaulle à Moscou en décembre 1944 est une réaffirmation de l'importance de la France dans les rangs des Nations Unies. Et tandis qu'à l'ouest, la bataille pour la libération de la France et de la Belgique fait rage, l'armée rouge ouvre une offensive sur le centre du front, près de 1500 km à l'est de la Normandie. Au 29 juin, l'armée rouge s'est emparée de Vitebsk, Zlobin, Mogilev et Babisk. 6 groupes de l'armée soviétique avancent sur un front de près de 1000 km. Mais encore une fois, les tanks ont distancé les colonnes d'approvisionnement. Le carburant manque. Et cette armée doit s'arrêter à une journée de marche de son objectif.
Des convois d'urgence sont envoyés vers le sud. Des fournitures sont parachutées aux forces de Patton, mais elles arrivent trop tard. Les Allemands ont eu le temps d'organiser leur défense et leur résistance se durcit. Les têtes de pont américaines se retranchent et abandonnent la Moselle. La principale raison de ces difficultés à maintenir le flot d'approvisionnement est l'état chaotique dans lequel se trouvent les routes, les ponts et les lignes de chemin de fer en France, de par les bombardements et les sabotages allemands. Les Alliés doivent réparer en urgence les routes et les lignes de chemin de fer afin d'approvisionner les armées en nourriture et en carburant, en France et en Belgique. Les garnisons allemandes tiennent encore Brest, Saint-Nazaire et Lorient et bloquent encore l'accès à Bordeaux. Mais les Alliés détiennent toujours le port de Cherbourg. Le reste de l'approvisionnement est acheminé de Mulberry à Arromanches. Ce sont les mêmes compétences et imaginations des ingénieurs britanniques qui ont construit le port de Mulberry, qui lance l'opération Pluto, P-L-U-T-O, Pipelines Under the Ocean, c'est-à-dire des oléoducs sous-marins. Grâce à cette invention, on peut directement pomper de Grande-Bretagne vers la France 4 millions de litres par jour. Et tandis qu'à l'ouest, la bataille pour la libération de la France et de la Belgique fait rage, l'armée rouge ouvre une offensive sur le centre du front, près de 1500 km à l'est de la Normandie. Au 29 juin, l'armée rouge s'est emparée de Vitebsk, Zlobin, Mogilev et Babisk. 6 groupes de l'armée soviétique avancent sur un front de près de 1000 km. Dans le sud de la Pologne, l'armée rouge capture Lublin. Pendant ces batailles, l'armée rouge utilise un nombre considérable de tanks que les Alliés leur avaient fait parvenir dans le cadre d'accords de coopération de pré-bail. Et de nouveau, les prisons rendent leurs victimes.
Des soldats polonais combattant auprès des forces soviétiques retrouvent leurs amis et leurs familles. À quelques kilomètres de Lublin se trouve Majdanek. Souvenez-vous de ce nom, car c'est là que les Allemands avaient construit ce qu'ils dénommaient officiellement camp d'extermination. « 1944 est une réaffirmation de l'importance de la France dans les rangs des Nations Unies. Et tandis qu'à l'ouest, la bataille pour la libération de la France et de la Belgique fait rage, l'armée rouge ouvre une offensive sur le centre du front, près de 1500 km à l'est de la Normandie. Au 29 juin, l'armée rouge s'est emparée de Vitebsk, Zlobin, Mogilev et Babisk. 6 groupes de l'armée soviétique avancent sur un front de près de 1000 km. Dans le sud de la Pologne, l'armée rouge capture Lublin. Pendant ces batailles, l'armée rouge utilise un nombre considérable de tanks que les Alliés leur avaient fait parvenir dans le cadre d'accords de coopération de pré-bail. Et de nouveau, les prisons rendent leurs victimes. Des soldats polonais combattant auprès des forces soviétiques retrouvent leurs amis et leurs familles. À quelques kilomètres de Lublin se trouve Majdanek. Souvenez-vous de ce nom, car c'est là que les Allemands avaient... Eisenhower souhaitait une ligne de front tout au long de la frontière occidentale de l'Allemagne. Voyons comment cette stratégie fonctionna. Après avoir traversé la Seine à Mantes, la deuxième armée britannique se dirige vers la Somme, en passant par Beauvais, Amiens et Arras. Les unités britanniques obligent les Allemands à se déplacer afin de les empêcher de se regrouper ou de se réunir le long de la Somme. En se déplaçant rapidement de près d'une centaine de kilomètres par jour, le fer de lance britannique, composé de la 11e division blindée et de la division blindée de la Garde royale, entre en Belgique le 2 septembre. Le jour suivant, les Britanniques pénètrent à Bruxelles. Les Bruxellois accueillent les troupes britanniques et belges avec force et enthousiasme. Ils n'avaient pas osé espérer que les Alliés arriveraient si rapidement. Les Britanniques avaient progressé de presque 700 km en 9 jours. La réaction est la même à Anvers, que les Britanniques atteignent le jour suivant. Ils s'emparent d'un port intact.
Le succès avait été rendu possible par l'armée blanche des partisans belges. Cependant, les Alliés ne pouvaient pas utiliser le port d'Anvers. De nombreux Allemands se terraient dans la ville et de grandes forces de frappe se trouvaient encore concentrées dans les îles à l'entrée de la baie. Après Anvers, l'avancée britannique se poursuit en Hollande jusqu'au canal Albert. Mais déjà, les énormes difficultés d'approvisionnement ralentissent le rythme soutenu de l'avancée. Et tandis que la deuxième armée britannique combat en Belgique et en Hollande, la troisième armée américaine, qui avait été retenue en région parisienne, 300 km au sud-est des positions britanniques, se remet en marche. Elle progresse entre la Seine et la Marne. Les Américains s'emparent de Troyes au 28 août. Le lendemain, ils traversent la Marne, près du château Thierry, lieu d'une victoire américaine en 1918. La direction de la percée de la troisième armée est donc claire. Les blindés de Patton se hâtent vers Verdun et la vallée de la Moselle, une trouée naturelle dans la frontière stratégique allemande. En avançant souvent à plus de 150 km en avant du gros des troupes, les blindés de Patton traversent Verdun et... Le temps change et il devient impossible de faire atterrir des approvisionnements. La deuxième armée britannique tente d'établir un lien avec les forces encerclées à Arnhem, au moyen d'un couloir au départ de Eindhoven à près de 80 km. Mais les Allemands parviennent à couper ce couloir à chaque fois. La deuxième armée ne parvient pas à percer les défenses allemandes. Après 8 jours, la division aéroportée britannique ainsi qu'une brigade de parachutistes polonais, que l'on avait envoyés en renfort, sont obligés de battre en retraite. L'entreprise n'a pas réussi, mais l'attitude héroïque de la division aéroportée britannique à Arnhem ne peut pas s'oublier. Les ponts sur les rivières Meuse et Vaal sont sécurisés, mais celui sur le Rhin est perdu. Le général Eisenhower doit donc se rabattre sur son plan de secours. Il doit rassembler à nouveau ses forces pour percer la ligne Siegfried. À cette fin, les Alliés se doivent d'avoir des ports d'approvisionnement plus proches de la zone de combat, Anvers et les ports de la Manche. C'est à la première armée canadienne qu'incombe la tâche de dégager les ports de la Manche. En menant à bien une série d'opérations d'encerclement avec un fort soutien de l'aviation, les Canadiens parviennent à réduire les ports de la Manche détenus par les Allemands un à un. Le Havre tombe entre les mains de la première armée britannique le 12 septembre. 11 000 personnes sont faites prisonnières. Boulogne est prise le 22 septembre avec 8 000 prisonniers. Puis vient le tour de Dieppe, où les unités canadiennes avaient tenté un débarquement en 1942 avec de lourdes pertes. Calais est pris le 30 septembre, après des bombardements massifs tirés de l'autre côté de la Manche, à Douvres. Newport est pris d'assaut et seul reste Dunkerque sous occupation allemande. Et au début du mois d'octobre, la première armée canadienne traverse la frontière hollandaise et combat bien au-delà du canal Léopold. Les Canadiens atteignent les rives sud de la rivière Schelde, près de Breskens. L'étape suivante est de dégager l'estuaire de la Schelde afin de pouvoir dégager le grand port d'Anvers. Le 3 octobre, des bombardiers de la RAF détruisent des digues à plusieurs endroits et inondent les positions de l'artillerie allemande sur le Walcheren. Pendant ce temps, des troupes d'assaut britanniques et des commandos de la marine britannique traversent la Schelde et atterrissent dans le Beveland.
Dans le sud de la Pologne, l'armée rouge capture Lublin. Pendant ces batailles, l'armée rouge utilise un nombre considérable de tanks que les Alliés leur avaient fait parvenir dans le cadre d'accords de coopération de pré-bail. Et de nouveau, les prisons rendent leurs victimes. Des soldats polonais combattant auprès des forces soviétiques retrouvent leurs amis et leurs familles. À quelques kilomètres de Lublin se trouve Majdanek. Souvenez-vous de ce nom, car c'est là que les Allemands avaient construit ce qu'ils dénommaient officiellement camp d'extermination. Seule une poignée de survivants accueille l'armée rouge, derrière des barbelés électrifiés qui encerclent le camp. La société allemande qui avait construit ces bâtiments fait sa publicité. Une commission d'observateurs soviétiques, polonais et alliés visite Majdanek. Ils y trouvent 6 chambres à gaz dissimulées en douche. C'est le gaz Zyklon que... Grâce à cette invention, on peut directement pomper de Grande-Bretagne vers la France 4 millions de litres par jour. Sur ces énormes tambours flottants, dénommés HMS Conundrums, des tuyaux en acier flexible sont posés sous la Manche peu après le jour J vers Cherbourg. Ultérieurement, plus de 800 km de ces oléoducs souples seront installés entre Dognes et Boulogne. C'est grâce à ce brillant stratagème que les armées alliées peuvent reprendre leur avancée. Entre la 2e armée britannique en Hollande et la 3e armée américaine sur la Moselle, la 1re armée américaine progresse en Belgique et au Luxembourg. Sur son flanc nord, entre Namur et Charleroi, les troupes du général Hodge rejoignent celles de la 2e armée britannique sous le commandement du général Hemsey. Les hommes du général Hodge sont les premiers à pénétrer en Allemagne. C'est dans le grand bassin industriel de la Ruhr, un centre vital à l'industrie de l'armement allemande, que se trouve la ville d'Aix-la-Chapelle, une ville de 163 000 personnes. Au 5 octobre, les Américains avaient encerclé la ville sur 3 flancs, mais il leur manquait l'équipement nécessaire pour s'emparer de la ville. Les Allemands se reposaient sur les voies de ravitaillement courtes, alimentées par les usines de la Ruhr, tandis que les Américains dépendaient de voies s'étendant jusqu'en Normandie. 800 km au sud-ouest d'Aix-la-Chapelle, une nouvelle invasion a lieu, avec des atterrissages le long des côtes méditerranéennes, puis des amérissages. La 7e armée américaine du général Patcher et la 1re armée française avancent, avec pour premier objectif s'assurer une base d'approvisionnement. Elle libère le port de Toulon et progresse vers l'ouest pour s'emparer de Marseille. Puis, d'un trait, elle remonte de 250 km le long de la vallée du Rhône et libère Lyon. Des francs-tireurs qui se cachaient dans un hôpital sont rapidement encerclés. À partir de Lyon, les Alliés progressent en direction des Vosges à travers Dijon et Besançon. Elles rejoignent les forces de Patton sur leur flanc gauche à Châtillon le 14 septembre. Les forces du débarquement au sud rejoignent tête de pont sur la Moselle entre les forts de Nancy et de Metz. Mais encore une fois, les tanks ont distancé les colonnes d'approvisionnement. Le carburant manque.
Et cette armée doit s'arrêter à une journée de marche de son objectif. Des convois d'urgence sont envoyés vers le sud. Des fournitures sont parachutées aux forces de Patton, mais elles arrivent trop tard. Les Allemands ont eu le temps d'organiser leur défense et leur résistance se durcit. Les têtes de pont américaines se retranchent et abandonnent la Moselle. La principale raison de ces difficultés à maintenir le flot d'approvisionnement est l'état chaotique dans lequel se trouvent les routes, les ponts et les lignes de chemin de fer en France, de par les bombardements et les sabotages allemands. Les Alliés doivent réparer en urgence les routes et les lignes de chemin de fer afin d'approvisionner les armées en nourriture et en carburant, en France et en Belgique. Les garnisons allemandes tiennent encore Brest, Saint-Nazaire et Lorient et bloquent encore l'accès à Bordeaux. Mais les Alliés détiennent toujours le port de Cherbourg. Le reste de l'approvisionnement est acheminé de Mulberry à Arromanches. Ce sont les mêmes compétences et imaginations des ingénieurs britanniques qui ont construit le port de Mulberry, qui lance l'opération Pluto, P-L-U-T-O, Pipelines Under the Ocean, c'est-à-dire des oléoducs sous-marins.